Nous allons aborder maintenant l'étude des enzymes, les catalyseurs du monde vivant. La compréhension de leur fonctionnement est un préalable indispensable pour bien comprendre le métabolisme, sa régulation, beaucoup de pathologies et également d'approches thérapeutiques. Nous verrons dans un premier temps les principes de fonctionnement de ces catalyseurs biochimiques extraordinairement sophistiqués. Puis nous aborderons l'étude de la cinétique des réactions enzymatiques, c'est-à-dire comment varie la vitesse de ces réactions enzymatiques. Quelques données seront ensuite examinées concernant la nomenclature des enzymes et les différentes classes de réactions enzymatiques. Et puis nous aborderons les importants processus de régulation des enzymes. Et nous finirons par un exemple d'utilisation des enzymes en tant que marqueur diagnostique de maladies. Les organismes vivants sont le siège d'un grand nombre de réactions biochimiques très diverses. Plusieurs centaines ont lieu à un moment donné. Plusieurs autres centaines doivent avoir lieu à un autre moment, selon les besoins de telle ou telle cellule ou de tel ou tel organe. Et tout cela étant finement contrôlé. Par ailleurs, ces réactions s'effectuent dans des conditions dites douces, à température de 37 degrés le plus souvent, avec une concentration en réactif pas très élevée, ainsi qu'à pH neutre, condition où, normalement, les réactions chimiques seraient très lentes. Et si elles ont lieu dans le vivant, c'est parce qu'elles sont catalysées par des macromolécules biologiques, les enzymes. Prenons l'exemple que vous connaissez maintenant de la combustion du glucose au contact de l'oxygène de l'air, ou, autre exemple, celui de l'hydrolyse du saccharose en glucose plus fructose. Ces réactions sont fortement exergoniques et donc spontanées selon les lois de la thermodynamique, mais vous savez bien que le glucose dans l'air n'est pas transformé de cette manière. Ou plutôt, il l'est, mais si lentement qu'on ne le voit pas. De la même manière, le saccharose n'est pas transformé en glucose et en fructose lorsque vous dissolvez un morceau de sucre dans l'eau. Bien, pour que ces réactions deviennent visibles, c'est-à-dire suffisamment rapides pour qu'on puisse les voir, il faudrait les accélérer. Alors on peut les accélérer, soit en apportant une source de chaleur, soit en apportant un catalyseur. Une enzyme est une protéine qui va agir comme catalyseur biochimique. C'est un agent qui va changer la vitesse d'une réaction, l'accélérer, mais qui, lui, ne change pas avec la réaction. Voici les grands principes qui permettent de comprendre le fonctionnement des enzymes. D'abord, l'enzyme accélère la réaction sans modifier l'état d'équilibre, qui lui est régi par les lois de la thermodynamique. Nous allons voir que les enzymes abaissent l'énergie d'activation du substrat. Ainsi, la première étape implique la formation d'un complexe enzyme-substrat. La spécificité pour un substrat se fait par des interactions et adaptations réciproques via des liaisons de faible énergie. Les enzymes stabilisent également l'état de transition. Enfin, une fois que le substrat est transformé en produit, le produit est libéré avec l'enzyme qui peut être à nouveau impliquée dans un autre cycle catalytique. Nous allons progressivement détailler ces grands principes. Tout d'abord, les enzymes abaissent l'énergie d'activation. Les réactions chimiques réarrangent donc les atomes en brisant et en formant des nouvelles liaisons chimiques. De l'énergie doit être absorbée pour briser les liaisons chimiques et l'énergie est relâchée quand les liaisons sont modifiées. L'énergie d'activation ou énergie libre d'activation, delta G indice A, est l'énergie qui doit être absorbée par les réactifs pour que leurs liaisons puissent se placer dans une configuration où elles seront facilement modifiées. Les réactifs doivent donc atteindre un état dit état de transition qui est instable, dans lequel les liaisons sont plus fragiles et plus faciles à modifier. La réaction
peut donc se faire à partir de cet état de transition du réactif ou du substrat. Et même une réaction fortement exergonique, où la variation d'énergie libre est donc négative, requiert l'absorption initiale d'énergie, de l'énergie d'activation, pour atteindre l'état de transition. Alors, l'état de transition peut être atteint éventuellement par ajout d'énergie thermique sous forme de chaleur en provenance de l'environnement, ce qui va stimuler plus de collisions entre les molécules de réactifs, et certaines de ces collisions apporteront alors suffisamment d'énergie aux molécules de réactifs pour les placer dans leur état dit état de transition, où elles seront naturellement transformées en produits de la réaction. Mais bien évidemment, il faut comprendre que l'augmentation de la température n'est pas une solution satisfaisante pour permettre à la vie de s'organiser. En effet, il faut considérer l'énergie d'activation comme une barrière essentielle, puisqu'elle prévient, par exemple, la dégradation spontanée des macromolécules cellulaires riches en énergie, telles que les graisses, les protéines, les polysaccharides. Mais pour autant, pour que le métabolisme se fasse dans une cellule, il faut que l'état de transition de ces macromolécules nutritives, par exemple, soit atteint. Autrement, on ne pourrait jamais dégrader ces macromolécules pour en extraire l'énergie dont l'organisme a besoin. Ainsi, la chaleur, une source donc typique d'énergie d'activation, serait évidemment nocive à une cellule, car toutes les réactions se feraient tout le temps, en même temps et sans contrôle. C'est un peu ce qui se passe quand vous initiez la combustion d'un bout de bois en approchant une flamme. Et c'est aussi la raison pour laquelle la température de l'organisme est finement régulée. Eh bien, les enzymes ont la capacité d'abaisser l'énergie d'activation pour des réactions spécifiques, pour que ces réactions puissent se faire à la température normale de la cellule et dans les conditions adaptées. Pour bien comprendre le fonctionnement de ces macromolécules enzymes, il faut étudier le postulat de Linus Pauling, qui date de 1948, qui nous dit ceci: « Je pense que les enzymes sont des molécules dont la structure est complémentaire de celle des complexes activés des réactions qu'ils catalysent, c'est-à-dire de la configuration moléculaire intermédiaire entre celle des substrats et celle des produits des réactions. L'attraction de la molécule d'enzyme pour le complexe activé conduirait ainsi à une diminution de son énergie et par conséquent à une diminution de l'énergie d'activation de la réaction et donc à une augmentation de la vitesse de la réaction. Regardons d'abord la reconnaissance par l'enzyme de son substrat. Elle se fait au niveau d'un site qu'on appelle le site de fixation du substrat et qui, la plupart du temps, est aussi le site actif, c'est-à-dire là où aura lieu la réaction. Ce site est complémentaire à la forme du substrat. On utilise souvent l'analogie d'une clé et d'une serrure. Vous voyez dans le schéma, noté 1 sur la diapositive, que le substrat va reconnaître un site sur l'enzyme qui lui est complémentaire au plan de la structure. Ceci signifie en fait que le substrat va, à cet endroit précis, pouvoir établir sur les trois zones A, B et C des liaisons à faible énergie. En fait, ce qui se passe plus exactement est plutôt représenté dans le schéma noté 2, où lorsque le substrat s'approche et est capable d'établir certaines de ces liaisons faibles, eh bien l'enzyme va s'adapter partiellement, va acquérir une configuration spatiale qui va permettre l'établissement de liaisons complémentaires. Quelles sont les causes structurales de l'affinité d'une enzyme pour son substrat? La spécificité pour un substrat ou un réactif particulier est déterminée par la forme unique de chaque enzyme. En effet, les enzymes sont des protéines qui ont donc
une forme tridimensionnelle caractéristique, comme vous le verrez dans le prochain chapitre. Le substrat se lie temporairement sur le site actif de l'enzyme, qui est en général un creux, un sillon, que l'on retrouve à la surface des enzymes ou un petit peu plus en profondeur dans certains cas. Et vous voyez sur cet exemple que les atomes du substrat, ici une molécule de camphre, placée dans le site actif, sont capables, pour certains d'entre eux, d'être positionnés à bonne distance d'atomes et de groupements fonctionnels qui proviennent des acides aminés de l'enzyme qui constituent le site actif. Ce positionnement de la molécule du substrat permet l'établissement d'un petit nombre d'interactions faibles qui confèrent la spécificité de l'enzyme pour le substrat. Ainsi, le substrat se lie à l'enzyme par des liaisons de type liaison hydrogène, des interactions électrostatiques, des interactions de Van der Waals également, ou parfois même des liaisons covalentes, mais qui, dans ce cas, seront des liaisons covalentes transitoires. Ainsi se forme le complexe enzyme-substrat que l'on note souvent ES. Les acides aminés de l'enzyme qui participent à la formation de ce complexe enzyme-substrat peuvent être répartis tout au long de la chaîne peptidique qui, après repliement correct dans l'espace, permettra de positionner ces acides aminés pour entourer le substrat. La très grande spécificité de l'attraction enzyme-substrat est apportée par ce positionnement spatial qui doit être extrêmement précis. Les liaisons faibles entre l'enzyme et le substrat vont apporter au substrat une partie de l'énergie indispensable pour l'abaissement de l'énergie d'activation de la réaction et donc pour le phénomène de catalyse. Mais comme nous le dit Linus Pauling, cela ne suffit pas. Regardons en effet ces trois schémas successifs. Le premier concerne une réaction qui n'est pas catalysée, où on voit des molécules de réactifs A et B qui doivent acquérir une importante quantité d'énergie, énergie d'activation, pour pouvoir ensuite se transformer en molécules de produits, notées ici AB. Sur le schéma du centre, on voit ce que l'on vient d'étudier, c'est-à-dire l'apport d'énergie aux molécules de substrat A et B lorsqu'elles établissent avec l'enzyme des liaisons faibles. On augmente donc en quelque sorte le niveau d'énergie des substrats. La barrière d'énergie d'activation est donc en partie diminuée. Mais l'enzyme va en plus établir des liaisons avec une forme particulière des molécules A et B que l'on appelle l'état de transition, ce qui diminue encore plus la barrière d'énergie d'activation de la réaction et qui est représentée dans le troisième schéma. Alors pourquoi cette diminution de la barrière d'énergie d'activation accélère-t-il les réactions? Eh bien tout simplement, il s'agit d'une raison statistique en quelque sorte. En effet, pour réagir, les molécules doivent posséder suffisamment d'énergie pour franchir cette barrière de potentiel. On l'a déjà bien dit. Dans le cas d'une réaction non catalysée, seule, à un moment donné, une toute petite partie des molécules de réactifs, dans les conditions de température douce, auront franchi cette barrière de potentiel. C'est ce que représente la partie hachurée de la courbe gaussienne qui décrit la population de molécules de réactifs et leur distribution en termes de niveau d'énergie. Seule une toute petite partie de la population est donc capable de se transformer en produit. Mais dès que l'on met le catalyseur biologique, ce nombre de molécules ayant franchi le potentiel d'énergie d'activation sera largement augmenté, puisque ce potentiel lui-même aura diminué. Donc, à un moment donné, beaucoup plus de molécules de réactifs peuvent se transformer, ce qui accélère donc la réaction. Alors, à quelle vitesse se déroulent ces cycles catalytiques? Prenons un autre exemple.
celui de la réaction du CO2 dissous dans le sang avec de l'eau pour fournir de l'acide carbonique. Cette réaction, on le verra plus loin, est capitale pour la régulation du pH sanguin ou dans les différents tissus. Elle est catalysée par une enzyme qui s'appelle l'anhydrase carbonique. Alors naturellement, c'est-à-dire en l'absence d'anhydrase carbonique, une molécule de CO2 toutes les 5 secondes serait transformée en acide carbonique, en l'absence donc de catalyseur, dans les conditions que l'on rencontre dans l'organisme humain. Mais en présence de l'enzyme, la vitesse de la réaction est multipliée par plusieurs millions de fois et peut donc avoir lieu dans l'organisme à une vitesse qui permet justement cette fonction de régulation du pH de l'organisme. Une enzyme peut ainsi catalyser de 10 puissance 3 à 10 puissance 17 réactions par seconde. Vous avez donc bien compris que l'enzyme n'agit pas sur les paramètres thermodynamiques d'une réaction. Ils ne font qu'augmenter la vitesse de la réaction sans modifier l'état d'équilibre. Simplement, dans le cas où la réaction est catalysée par une enzyme, à un moment donné, beaucoup plus de molécules de X seront transformées en Y et réciproquement. La capacité d'accélérer une réaction spécifiquement vient du fait que, pour une enzyme donnée, un substrat donné uniquement pourra être pris en charge dans le site actif et que l'état de transition qui sera favorisé, selon le type d'enzyme, sera uniquement celui qui conduit le substrat à se transformer en un produit unique. Et c'est donc bien cette double spécificité qui permet à un moment ou à un autre de contrôler que seule la bonne réaction aura lieu. La figure de gauche représente donc le blocage au plan cinétique des réactions métaboliques. Les parois du récipient représentent les barrières d'énergie d'activation pour les 4 réactions possibles pour la molécule contenue dans le récipient. Eh bien, la présence d'une enzyme seulement parmi les 4 possibles, une enzyme capable de catalyser la réaction 1 dans cet exemple, va permettre d'engager le substrat dans cette première étape. Ainsi, de suite, à chaque étape, à chaque carrefour métabolique, la présence de telle ou telle enzyme va guider le devenir de la molécule initiale. Mais retenez que dans tout ce parcours, dans tous ces parcours possibles, à chaque fois, l'énergie libre, elle, diminue, montrant bien que ces réactions sont spontanées au sens thermodynamique du terme, et que le chemin suivi est uniquement entièrement déterminé par la présence à un moment donné d'un ensemble unique d'enzymes. Nous allons aborder maintenant quelques notions de base sur le formalisme de la cinétique chimique. Vous savez que la variation d'énergie libre standard informe sur la possibilité pour une réaction de se dérouler, mais ne donne aucune indication sur la vitesse, ni même sur le mécanisme de la réaction. Lorsque l'on s'intéresse à la vitesse d'une réaction S donne P, on étudie l'évolution de la concentration en substrat ou en produit en fonction du temps. La concentration en substrat diminue, bien évidemment, contrairement à la concentration en produit qui, elle, augmente à la même vitesse, mais de signe opposé. On écrit donc que V, la vitesse d'une réaction, c'est la variation de concentration en substrat par unité de temps avec un signe moins, ou c'est égal à la variation par unité de temps de la concentration en produit. Si on trace la courbe qui représente l'évolution des concentrations en produit, par exemple, en fonction du temps, la vitesse de la réaction à un moment donné est donc égale à la pente de la droite tangente de cette courbe. La vitesse d'une réaction s'écrit donc en nombre de moles de produits formés par unité de temps, souvent la seconde. Avant d'aller plus loin, rappelons les facteurs qui influencent la vitesse des réactions. Il y a la température, la concentration des réactifs, et nous nous attarderons sur ces 2 premiers paramètres, mais il y a bien évidemment la présence de catalyseurs et aussi la nature du solvant. En effet,
Lorsqu'on veut mettre en équation la vitesse de la réaction complexe notée sur cette diapositive, on écrira donc que V est égal au produit d'une constante K, constante cinétique, qui ne dépend pour ces réactifs-là que de la température. Donc produit de cette constante K avec une fonction plus ou moins complexe qui met en jeu les concentrations en réactifs A et B. On voit donc bien que les paramètres température et concentration influencent la vitesse de réaction. Et nous allons tout d'abord expliciter le terme K, car lorsqu'on étudie la variation de la vitesse des réactions en fonction de la température, tout se passe dans ce terme K. Dans tous les cas, sans exception, on remarque que la vitesse des transformations chimiques augmente lorsque l'on augmente la température. Mais cette dépendance à l'augmentation de température varie d'une réaction à l'autre. Elle est tantôt grande, tantôt nettement plus faible. Et en réfléchissant à ces problèmes, Arrhenius a acquis la conviction qu'une réaction chimique a besoin d'un amorçage. Il faut une certaine quantité d'énergie pour préparer les réactifs à réagir. Il nous disait qu'en particulier, il fallait que les réactifs entrent en collision avec une bonne orientation et que la collision permette un affaiblissement des liaisons chimiques qui doivent se rompre pour former les produits. Vous avez donc bien compris que c'est lui qui est à l'origine du concept de l'état de transition et de l'énergie d'activation. Et il a en conséquence proposé une loi qui contient deux paramètres qui, eux, sont indépendants de la température, l'énergie d'activation, notée EA, et exprimée en kilojoules par mol. Le deuxième paramètre étant le facteur de fréquence A, appelé également facteur pré-exponentiel, dont l'unité est celle de K. Sa loi dit K égale grand A que multiplie exponentielle de l'énergie d'activation divisée par RT, l'ensemble avec un signe moins. R étant la constante des gaz parfaits et T, la température, exprimée en Kelvin. On voit donc bien que lorsque la température augmente, le terme K, constante cinétique, augmente donc. Et V, ainsi, la vitesse de la réaction, augmente. Le travail d'Arrhenius a donc consisté à relier la vitesse des réactions avec la température à laquelle elles se déroulent. Observons maintenant l'influence de la concentration des réactifs sur la vitesse d'une réaction et plus exactement comment on peut décrire cette influence sous la forme donc d'une fonction mathématique. Souvent, cette fonction peut s'écrire V égale K que multiplie la concentration du réactif A à la puissance alpha que multiplie la concentration du réactif B à la puissance bêta. J'attire votre attention tout de suite sur le fait que alpha et bêta, ici, n'ont rien à voir avec les coefficients stoichiométriques des réactifs, petit a et petit b, de la réaction considérée. Alors, quand on peut décrire la fonction qui décrit l'évolution de la vitesse en fonction des concentrations de ce type-là, comme on vient de le faire, à ce moment-là, on peut dire que la réaction a un ordre. C'est une définition. Alpha plus bêta, c'est l'ordre total de la réaction. Et alpha ou bêta, c'est l'ordre partiel par rapport au réactif grand A ou grand B. Alors, la vitesse s'écrit donc V égale petit k que multiplie cette fonction. Eh bien, petit k a été décrit par Arrhenius. C'est la constante de vitesse qui relie la vitesse, elle, à la température. Pour mesurer l'ordre d'une réaction lorsqu'il existe, eh bien, simplement, on fait varier donc la concentration des réactifs et on mesure à chaque fois la nouvelle vitesse de la réaction. Et on trace la courbe qui représente l'évolution de cette vitesse en fonction de la concentration en réactif. Dans les cas les plus simples, on peut observer ces deux types de courbes. Premièrement,
La vitesse de la réaction ne varie pas en fonction de la concentration en réactif. On dit alors que la vitesse est constante, quelle que soit la concentration en réactif. Ce qui veut dire que alpha, l'ordre par rapport au réactif grand A, est égal à 0. On a donc V égale K. Pour mesurer l'ordre d'une réaction lorsqu'il existe, eh bien simplement on fait varier donc la concentration des réactifs et on mesure à chaque fois la nouvelle vitesse de la réaction. Et on trace la courbe qui représente l'évolution de cette vitesse en fonction de la concentration en réactif.